Le sommet du G5 Sahel démarre demain au Tchad. C'est le grand angle de ce dimanche 14 février. Les chefs d'État membres du G5 Sahel vont se réunir à N'Djamena lundi et mardi. Le président Emmanuel Macron participera, lui, au huis clos par visioconférence. Il devrait préciser le rôle et l'engagement de la France. On va en parler avec vous, Christian Cambon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat français. Merci d'être avec nous. Et pour nous accompagner, Ousmane Diaye, éditorialiste et rédacteur en chef au service Afrique de TV5 Monde, ancien correspondant au Mali. Combien de temps l'armée française doit-elle encore rester au Sahel? Cette question était au cœur du débat que vous avez voulu mardi au Sénat. Après 8 ans d'engagement, dites-vous, il est temps de faire un point ensemble sur cet engagement de longue haleine. Le temps est-il donc venu, le moment est-il venu pour la France de se désengager au Sahel? Je ne le crois pas. Et ce qui ressortait du débat de manière unanime au Sénat, l'ensemble des groupes politiques ont eu l'occasion de s'exprimer, c'est qu'effectivement, si nous prenions la décision de partir comme ça du jour au lendemain, les conséquences seraient encore certainement plus dramatiques. Car le jour où nous partirons, et la France partira sur le plan militaire du Mali, c'est que nos amis africains auront pris la relève et seront en situation et en état de le faire. Car quelle que soit la solution politique que nous souhaitons, car il n'y a pas de solution militaire, la solution politique, elle repose sur la sécurité. Et il faut que dans ce temps que nous connaissons, les forces françaises appuient les forces africaines pour maintenir la sécurité. Ça n'est pas tout à fait ce que disent les autorités françaises. Les autorités françaises, si. La ministre nous a dit encore l'autre jour, elle l'a dit publiquement, je crois, la France n'a pas vocation à rester éternellement au Mali. Ousmane? Moi, je suis toujours... ça sonne assez étrange à mes oreilles quand j'entends en France qu'on dit l'armée française a vocation à quitter le Mali, à quitter le Sahel. Il faut rappeler il faut avoir un peu de profondeur historique. De toute façon, depuis le début des indépendances en 60, il y a une sorte de permanence, de présence militaire permanente des Français au Sahel. Il faut relativiser. Il y a des accords militaires, c'est au nom des accords de défense entre la France et le Mali que la France est intervenue. Et puis deuxième chose qui est très importante aussi, il faut se rappeler de l'historique de l'engagement française. En réalité, l'agenda de la guerre n'est pas maîtrisé, en fait. Ça dépend de la réalité du terrain. Il faut toujours rappeler qu'en janvier 2013, quand François Hollande s'engage, l'engagement que la France avait pris, c'était un engagement, pas de troupes au sol, engagement aérien. Mais la réalité du front a imposé un engagement au sol. Au départ, l'engagement au sol l'engagement français devait être éclair. Finalement, on s'est retrouvé avec Barkhane. Donc, je pense que la réalité de la guerre est différente de la réalité du temps politique et du temps de l'opinion publique. Parce qu'il y a une demande de l'opinion publique. Je vous laisse répondre. Qui, malheureusement, vous êtes dans un temps politique? Je pense qu'il faut favoriser le temps politique parce que, encore une fois, il n'y aura pas de solution militaire. Quand je dis que les forces françaises, dans les effectifs actuels, dans l'importance des effectifs que nous avons, mais il est évident que la présence française de conseil et de développement, je pense qu'on y reviendra, demeurera. En revanche, on ne peut pas imaginer que les forces françaises assurent à elles seules, pendant des années et des années, pendant 8 ans supplémentaires, le travail qu'elles ont fait pendant ces 8 ans. On va s'intéresser et on va continuer à discuter. On va s'intéresser donc à ce G5 Sahel qui démarre demain. Comment va se positionner la France, Ousmane? Il y a eu déjà des indiscrétions. On sait que la France veut se recentrer dans la zone Katiba du Massina. On veut se recentrer sur le GICM de Yakak Ali, alors que le sommet de Pau avait décidé de se concentrer sur la région des 3 frontières où il y a l'État islamique. Maintenant, une partie de l'état-major français estime que la zone des 3 frontières, l'État islamique est assez affaibli. Maintenant, il faudrait étendre l'opération vers le centre et vers la région nord-extrême. On va voir ce qu'en pensent les populations. Elles sont les premières concernées. Présence militaire française, opération Barkhane, hypothèse d'un retrait. Qu'en pensent les Maliens? Le reportage est signé Kaoru Magassa avec l'Au Bureau.
Ces images avaient fait le tour du monde. Les mausolées de Tombouctou, patrimoine mondial de l'UNESCO, détruite à la pioche par les djihadistes. C'était en 2012. La ville du Nord Mali, tombée aux mains des groupes armés, avait finalement été reprise avec l'intervention de l'armée française. Mais 8 ans plus tard, l'opération Barkhane n'est toujours pas terminée. Et la question de sa légitimité divise au sein de la société malienne. Pourquoi réclamer leur départ? Je crois que ça ne sert absolument à rien. Au contraire, cela nous mettra dans des problèmes, puisque l'armée malienne est vraiment apte. L'armée malienne n'est pas à mesure de sécuriser les Nord maliens. Pour moi, la présence française elle est inutile au Mali. D'autant plus que vous êtes venu aider le Mali à sortir de cette crise institutionnelle, politico-institutionnelle. Et si vous n'arrivez pas, franchement, je pense que vous pouvez rentrer tout bonnement chez vous et que les Maliens prendront leur destin en main et se parler entre eux. La situation sécuritaire sur le terrain reste inquiétante. À Gao, à quelques centaines de kilomètres, beaucoup de Maliens se sentent pris en étau entre les forces françaises et les djihadistes qui contrôlent toujours de larges parties du territoire. Nous, à notre niveau, nous sommes partenaires des forces françaises à Gao. Et nous savons que leur présence est utile. Cela dit, la conquête contre les terroristes a échoué, il faut le dire. Ils s'enlisent aujourd'hui. Tout le monde sait aujourd'hui. On n'a pas besoin d'experts du Sahel ou des Grecs. Tout le monde sait aujourd'hui que les djihadistes contrôlent la région de Gao. Un aveu d'impuissance et un bilan humain qui s'alourdit. Ces derniers mois, l'armée française a perdu 5 hommes dans les affrontements avec les djihadistes, tout comme l'armée malienne, victime la semaine dernière d'une attaque à Boni, dans le centre du pays, et qui a coûté la vie à 10 soldats maliens. Christian Cambon, à force de rester, est-ce que les forces françaises ne risquent pas d'apparaître comme une force d'occupation et non plus de libération? Écoutez, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a, comme votre reportage le montre, il y a toujours des gens, des associations, des groupements, du reste pour certains, et qui sont inspirés du jeu d'un certain nombre de puissances étrangères qui aimeraient bien ou ne pas nous voir au Mali ou nous remplacer. Je pense qu'il y a toujours des gens qui sont opposés. Mais globalement, je rappelle que nous sommes là par la volonté du gouvernement malien, qui a été confirmée par la junte militaire, qui s'est exprimée publiquement en disant que, bien évidemment, ils renouvelaient leur confiance à Barkhane. Donc on n'est pas là de manière inutile et on n'est pas là en tant que troupe d'occupation. De toute façon, la seule force opérationnelle de combat qui existe et qui fait des résultats sur le terrain, qu'on le veuille ou non, c'est les forces françaises. Moi, je veux bien entendre ce discours nationaliste partez, mais en même temps, on sait qu'il n'y a pas d'alternative. On sait que l'armée malienne, ces 10 dernières années, s'est illustrée par des coups d'État, s'est illustrée par des défaites, et que le programme de reconstruction de l'armée malienne est un échec. Et je pense que, parce qu'on parle beaucoup de l'implication de l'Europe, va falloir faire le bilan aussi de ce projet qui était le volet européen. Aujourd'hui, si les Français ne peuvent pas partir, c'est parce que, entre autres, la mission de reconstruction de l'armée malienne, qui était confiée à l'Union européenne, ne marche pas. L'armée malienne n'est pas opérationnelle. Est-ce que vous comptez sur l'Europe pour éventuellement permettre à la France de sortir, de se désengager un petit peu? Il est question de l'Allemagne qui pourrait peut-être s'engager un peu plus. Si vous le permettez, je veux juste dire, moi je compte d'abord sur la nation malienne. C'est-à-dire il faut que toutes les forces politiques maliennes comprennent qu'il faut organiser la réconciliation. Car sans réconciliation nationale, ce n'est pas la France qui peut le faire. On n'est plus du temps de la France-Afrique et on ne donne pas d'instructions aux dirigeants maliens. Il faut que l'ensemble des forces... J'exclus les terroristes et ceux qui veulent installer un État djihadiste, ça c'est autre chose. Mais il y a des forces maliennes qui doivent se réconcilier. À partir de là, qu'est-ce que peut faire la France dans le futur proche? Et je pense que le président de la République va insister là-dessus. C'est effectivement aider, conseiller et assurer plus de développement. Quand il n'y a plus d'État malien dans les provinces du Nord et du Centre, eh bien évidemment, c'est le terreau au djihadisme. Mais en attendant, on a l'impression que cette intervention n'a jamais été très bien comprise par les Américains, par les Européens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous espérez que les Européens s'impliquent plus? Écoutez, sincèrement, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Mais quand je vois par exemple un contingent de Suède, de forces spéciales suédoises, vous voyez, de Stockholm à Gao, vous voyez la distance qu'il y a. Ça veut donc dire qu'il y a une prise de conscience en Europe que
l'insécurité qui menace l'Europe n'est pas simplement à l'Est, elle est aussi au Sud. Alors le sommet s'ouvre au pays du Golfe, de la Guinée, avec la présence du président ghanéen, des pays désormais des cibles, eux aussi, ce que constatent depuis des mois de nombreux observateurs. Et c'est le patron du renseignement extérieur français, à la parole rare, qu'il confirmait il y a 15 jours en s'appuyant sur les images d'une réunion il y a un an de plusieurs chefs terroristes. Écoutez-le. On les voit assis pendant une réunion stratégique qui s'est tenue au cours du mois de février 2020 au centre du Mali. Ces choix réunissent les grands décideurs d'Al-Qaïda. Et nous le savons maintenant, l'objet de cette réunion était la préparation d'une série d'attaques de grande ampleur contre des bases militaires. C'est là que les chefs d'Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d'expansion vers les pays du Golfe de Guinée. Ça, c'est plus inquiétant, disiez-vous? C'est plus inquiétant parce que on voit bien que les forces djihadistes qui sont prises en étau par les forces françaises et les forces du G5 Sahel ont tendance effectivement à se déporter vers le Golfe de Guinée, vers la Côte d'Ivoire, le Bénin. Ils ont déjà mis à mal le Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Vous savez le nombre d'attentats qu'il y a et la manière dont les populations civiles, dont on parle peu, souffrent de tout ça. Car les premières victimes du djihadisme, c'est les populations civiles. Vous l'entendez tout à l'heure. Et je pense que ça, c'est un vrai danger parce qu'il y a des intérêts économiques très importants dans le Golfe de Guinée. Ce sont des États comme la Côte d'Ivoire qui étaient plutôt stables, qui sortaient des difficultés. Et là, on risque d'enflammer en quelque sorte toute cette Afrique de l'Ouest. Et là, c'est un continent lui-même qui risque d'être menacé. C'est pour ça qu'il faut véritablement prendre en compte cette menace. Et si Bernard Emier, le patron des services secrets extérieurs de la France, a pris la parole, c'est qu'effectivement, l'avertissement est très grave. Les pays de la Guinée doivent s'investir maintenant dans ce G5 Sahel pour leur bien? Pas que cela. Moi, je pense qu'il y a un problème fondamental avec le G5 Sahel, c'est sa configuration. Sa configuration est très étriquée. Il faut rappeler que l'essentiel des pays du Sahel ne font pas partie du G5 Sahel. Or, non seulement il y a le front, il faut l'élargir, oui, bien sûr, bien évidemment, aux pays du Golfe de Guinée, parce que la logique stratégique, on l'a vu depuis 2012 des groupes djihadistes, c'est une extension vers le sud. Ils ont pris le Burkina, puis ils vont descendre. C'est une logique, c'est ça? C'est une logique vers le sud, en fait. Quand l'opération Serval a frappé et nettoyé le nord Mali, ils se sont décentrés dans le centre du Mali. Quand les Français entrent en scène, en opération, il n'y avait pas de front dans le centre du Mali, il n'y avait pas de front au Burkina. Et deuxième chose aussi, qui plaide en faveur de l'élargissement du G5 Sahel, il ne faut jamais oublier que sur le front Est, il y a la jonction avec Boko Haram. Vous prenez un pays comme le Niger, à l'Est, ils ont le front avec la France où Barkhane intervient, mais au Sud, ils ont le front avec Boko Haram. Et un pays comme le Nigeria, je ne comprends pas pourquoi, dans la dynamique du G5 Sahel, est totalement oublié, alors que c'est des pays du Sahel. Même question pour vous, vous attendez que ces pays s'impliquent plus? Il faut les intégrer au G5 Sahel? Je suis sur la même ligne. Si ces pays veulent nous apporter le concours de leur force et de leur sécurité, nous sommes tout à fait favorables, parce que, comme vous venez de le dire très justement, c'est la jonction de tous ces groupes, qui n'ont pas les mêmes philosophies, mais qui ont les mêmes intérêts. Et donc, je pense que le danger est très important. Et c'est ce pourquoi il va y avoir au sommet de N'Djamena un message du secrétaire d'État américain qui est très important et qui va confirmer le fait que les États-Unis, contrairement à ce qu'on avait imaginé pendant un temps avec M. Trump, vont rester présents et vont concourir à nous aider. Et on verra précisément ce que dit Anthony Blinken, le nouveau secrétaire d'État. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci Ousmane, à vous aussi.